C'est donc la remise des prix 2017. Je vais appeler tout de suite la présidente des rencontres, mademoiselle Charlotte Cassiraghi, ainsi que le président du jury et membre fondateur Robert Maggiori, et les membres du comité du jury et membres fondateurs Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly. Bonsoir à tous. Je suis très émue ce soir d'être la présidente des rencontres philosophiques et je m'adresse à vous tous, vous les amoureux de la philosophie, vous qui êtes là ce soir, vous qui nous soutenez. Et j'éprouve chaque jour davantage le désir de m'engager à porter cette entreprise avec passion et avec toute l'équipe merveilleuse qui m'accompagne dans cette aventure depuis le début. Les rencontres philosophiques ne seraient pas ce qu'elles sont sans Valentine Maillot, sans Laura Hugo, sans Robert Maggiori, Raphaël Zaguri-Orly et Joseph Cohen. Et c'est le fruit de notre engagement à tous. Vraiment, c'est un travail d'équipe, une aventure humaine qu'on vit depuis le début. Et de cet engagement qu'on a voulu, en tout cas, incarner ensemble pour que la philosophie rayonne et se diffuse. Et qu'elle soit toujours fidèle à sa vocation pédagogique, en créant au cœur de la cité des espaces de rencontre et de dialogue et d'offrir des lieux d'accueil à la pensée et aux penseurs. Le besoin de penser, de questionner et de construire un raisonnement critique demeure un besoin vital dans nos sociétés. Et nous avons pu constater tout au long de cette année où nous avons consacré des ateliers philosophiques tous les mois, donc cette année sur le thème du corps, un public fidèle et attaché aux rencontres philosophiques de Monaco, qui maintenant font pleinement partie de la vie culturelle monégasque. Nous avons su démontrer que la philosophie intéresse tout le monde, qu'elle peut être accessible sans jamais perdre en qualité et en exigence, et qu'elle est aussi sérieuse qu'accueillante et joyeuse. Et je tiens ce soir à saluer la qualité des interventions pendant ce colloque dédié au temps de la conversation. Je me remercie du fond du cœur tous les philosophes qui ont contribué à cette deuxième édition du colloque, et aussi les 5 finalistes du prix, Matthew Crawford, Emmanuel Lecocha, Jean-Claude Milner, Paul Dumouchel et ainsi que Will Kimlicka, qui nous font l'honneur ce soir d'être parmi nous. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement M. Jean-Charles Curaud à la direction des affaires culturelles, qui nous soutient, et ainsi que Mme Isabelle Bonal, ministre, qui s'occupe de l'éducation nationale, qui nous soutiennent dans nos initiatives avec enthousiasme et bienveillance. Je le rappelle, les rencontres philosophiques ont pu se concrétiser grâce au soutien du gouvernement princier, qui a cru en ce projet ambitieux depuis le début. La transmission de la culture et de la connaissance scientifique est un enjeu essentiel pour mon pays et j'en suis extrêmement fière ce soir. Je souhaite également remercier aussi la Maison Montblanc et son directeur général France, Jean-Sébastien Gérondeau, présent ce soir, d'être un de nos partenaires. Et je voudrais saluer leur engagement pour défendre et soutenir des projets culturels à travers de nombreuses initiatives dans le monde. Merci encore à tous ceux qui participent à cette belle aventure à nos côtés et au musée océanographique de nous accueillir ce soir dans ce lieu magique. L'année dernière, nous souhaitions remercier Umberto Eco en lui donnant un prix pour l'ensemble de son œuvre. Malheureusement, il nous a quittés quelques jours avant. Et nous avons renoncé à cette initiative que nous avons transformée en hommage. Mais cette année, nous avons décidé, et nous vous l'annonçons ce soir, avec le soutien de M. Curaud et de la Direction des Affaires culturelles, de créer un prix de la Principauté de Monaco pour l'ensemble d'une œuvre philosophique. Les rencontres philosophiques de Monaco, depuis 2 ans, se sont imposées avec délicatesse dans le champ culturel francophone et la Principauté de Monaco a voulu saluer notre initiative en s'associant à nous pour décerner ce prix à un auteur pour l'ensemble de son œuvre. J'appelle donc M. Curaud à me rejoindre et je vais lui passer la parole quelques instants. Charlotte est plus grande.
Altesse royale, Madame la Présidente, chers amis, ce que je vais vous dire, Charlotte l'a déjà dit, mais je vais vous le dire avec d'autres mots. Les rencontres philosophiques de Monaco sont nées d'une passion. Elles sont nées d'une idée de rencontre, d'une grande générosité, celle de partager avec nous la joie du questionnement. Dès l'origine du projet, il y a un peu plus de 2 ans, la direction des affaires culturelles en a été partie prenante. Et avec la direction, ce que disait juste maintenant là, Charlotte, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, un partenaire actif. La première édition, celle de l'année dernière, a largement dépassé nos espérances, les miennes en tout cas. La seconde, qui se termine ce soir, a confirmé l'appétence de notre petite société monégasque pour cette aventure de l'esprit. Déjà, le temps des commencements s'estompe, alors qu'apparaît celui de la pérennité. Pour marquer cette étape, et pour établir symboliquement les rencontres philosophiques dans le temps long, il a paru tout naturel aux membres fondateurs d'attribuer pour la première fois un prix de philosophie à un auteur majeur pour honorer l'ensemble de son œuvre, à l'instar de celui du prix que la Fondation Prince-Pierre de Monaco décerne chaque année dans le domaine littéraire. C'est la raison pour laquelle, à travers la direction des affaires culturelles, le gouvernement princier a souhaité remercier les rencontres philosophiques pour leur contribution majeure à la politique culturelle nationale en remettant ce soir ce premier prix de Monaco, premier prix de la principauté. Je vous remercie. Donc, je vais vous annoncer donc, le premier prix de la Principauté de Monaco 2017, qui est donc décerné pour l'ensemble de son œuvre à Monsieur Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner est linguiste et philosophe, professeur émérite de l'Université de Paris 7 Denis Diderot, où il a enseigné plus de 30 ans. Il a aussi été président du Collège international de philosophie de 1998 à 2001. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, je ne vais pas tous les mentionner, quelques-uns seulement, L'amour de la langue en 1978, De l'école en 1984, Introduction à une science du langage en 1989, Les penchants criminels de l'Europe démocratique en 2001, L'universel en éclat en 1994. Auteur donc d'une quarantaine d'ouvrages dont je viens de mentionner quelques-uns qui recouvrent tous les champs du savoir, depuis les sciences du langage jusqu'au champ politique et l'étude des structures de la culture européenne. Son œuvre est engagée sur 2 fronts qui parfois se confondent, une lutte contre l'uniformisation et un véritable effort de faire apparaître une exception concrète autour de laquelle tout se redispose. Il s'agit ainsi, pour Jean-Claude Milner, de déterminer l'homme non comme animal politique, mais comme être parlant et parlé. C'est de ce point singulier qui suppose une attention particulière au nom et à la nomination, que peuvent être pour Jean-Claude Milner examiner et re-questionner la subjectivité, mais aussi les collectifs et l'histoire des rassemblements. Alors peut se comprendre l'éthique de Jean-Claude Milner, à la croisée de la linguistique, de la psychanalyse et de la philosophie politique, se soustraire à toute pensée du rassemblement pour faire entendre l'affirmation des subjectivités en première personne. Nous sommes très émus, vous l'aurez remarqué, d'attribuer ce premier prix de la Principauté de Monaco 2017 à M. Jean-Claude Milner. Je remercie très vivement la Principauté de Monaco
de me décerner ce prix. Je dois dire que c'est la première fois que je reçois, la première fois depuis le lycée, disons, que je reçois un prix. Donc, ça nous renvoie au milieu du siècle précédent. Je suis très frappé par le fait que ce prix vient d'un lieu qui est en quelque sorte à la limite exacte de l'intériorité de l'espace français et de l'extériorité à cet espace. C'est sans doute symbolique de la position que j'ai moi-même tenté d'occuper à l'égard des diverses disciplines qui ont été rappelées à l'instant, la philosophie elle-même, la linguistique, la philosophie politique. Je ne suis en vérité intérieur à aucune de ces disciplines, ou du moins j'y suis intérieur, non sans y être extérieur. Si j'osais, je dirais que je me sentirais comme une petite principauté autonome au bord de ce grand continent européen et en face de cet autre grand continent qui est l'Afrique dans sa bordure maghrébine. La Méditerranée ayant été longtemps non pas une séparation mais un lien. De tout cela, dans tout cela, je trouve à cet instant un symbole précieux dont j'espère me montrer digne. Je vous remercie encore. Maintenant, il me revient la tâche de faire, comme d'habitude, les synthèses. Moi, il me donne toujours les synthèses à faire. Mais je ne voudrais pas faire une synthèse, je voudrais simplement rappeler, comme vous l'avez vu tout à l'heure en flash, en image, j'étais frappé moi-même par... en fait, je ne croyais pas que nous avons fait tout ça en 2 ans. C'était parti d'une idée bébête, en disant on va donner un prix de philosophie. Charlotte m'a dit ça un jour, je lui ai dit mais ça ne va pas, on est qui pour donner un prix de philosophie? Mais il y avait du vrai, parce que de prix de philosophie, il n'y en a point. Il n'y en a jamais. Il n'y a pas de Nobel, il n'y a pas de médaille d'or du CNRS, comme si la philosophie ne méritait pas quelque appréciation. Donc on a dit on va faire un prix. Mais c'était ridicule comme phrase. Et il manquait toute l'infrastructure. Il fallait d'abord qu'on gagne une légitimité quelque part. Et donc on a dit, oh, on n'a qu'à faire des colloques, des réunions, des trucs comme ça. Et à mesure qu'on le disait, ça nous semblait absolument martien de faire ça, de construire des cathédrales alors qu'on avait juste des petits cailloux qu'on avait ramassés par terre. Et puis on l'a fait. On l'a fait, maintenant on peut le dire qu'on l'a fait dans la continuité, puisque cette deuxième année qui va s'achever aujourd'hui annonce celle de l'année prochaine effectivement sur la violence que nous allons faire tous les mois, puis un colloque dont on vous réserve encore évidemment l'intitulé pour garder un peu de surprise. Et nous avons en même temps noué, en même temps qu'on construisait cette structure, noué des rapports extrêmement organiques avec l'enseignement à Monaco, avec les lycéens. Et ces lycéens qui ont accepté de façon très très surprenante et positive d'assister aux ateliers grâce effectivement à leurs professeurs qui se sont dévoués aussi à cette cause. Les philosophes qui venaient parler le soir vont à 14h dans les classes de terminale
je trouve ça assez chouette que dans une classe de terminale, M. Jean-Luc Marion s'assied sur sa chaise et non pas sur un fauteuil d'académicien et parle aux lycéens. D'ailleurs, il était absolument ravi, évidemment, les lycéens aussi. Et du coup, on a dit, tiens, puisqu'on y est, on va faire aussi un prix des lycéens. Et on a organisé effectivement un prix des lycéens. Nous avons organisé une dissertation faite dans des lieux où on peut avoir accès effectivement à des documents. Et nous avons effectivement récompensé, nous allons tout à l'heure vous révéler le nom de celle qui a obtenu ce prix. Puis ensuite, on a dit, on va faire le prix du meilleur livre de l'année, s'il est possible de dire meilleur livre, parce qu'on ne voulait pas faire non plus Festival de Cannes ou les awards de quelque chose. Mais on a dit que c'était quand même utile du point de vue même de la vie de l'édition, que de temps en temps des livres soient effectivement des livres de philosophie, soient mis un peu en vitrine, pour souligner qu'il y a aussi une activité éditoriale sur laquelle débouche le travail des universitaires et des chercheurs, qui est toujours un petit peu en crise, évidemment, parce que c'est difficile, si on n'est pas un philosophe médiatique qui vendrait n'importe quoi sur n'importe quel titre, de faire avancer des livres un petit peu sérieux. Donc on a décidé qu'on ferait le livre qui serait le plus, peut-être, qui nous surprendrait, qui serait novateur, mais un livre, non pas une œuvre, hein, un livre qui serait paru l'année précédente. Un livre qui ouvrirait des champs un petit peu nouveaux, qui nous présenterait une façon de philosopher un petit peu nouvelle. Et donc, nous avons décidé aussi de faire ce prix. Et puis, on a dit aussi que les éditeurs avaient aussi un travail formidable à faire, font un travail formidable. Et vous savez que l'année dernière, nous avons donné une mention honorifique à la maison. Oui, je pourrais presque ne pas dire la suite, parce que je crois que ça a été la maison de nous tous. Quand on était étudiant, quand on est professeur, si on habite Paris, il n'est pas possible de ne pas s'arrêter à la librairie Vrin. Et donc, il était tout à fait presque convenu que nous donnions effectivement cette mention honorifique à la maison Vrin. Donc, cette année, nous avons donné une autre, effectivement, mention honorifique. Alors, nous allons les livrer toutes les trois, tout de suite. Mais d'abord, j'appelle Louise Hurel, qui a gagné le prix de philosophie, si elle veut bien nous rejoindre pour les lycéens, et qui a fait une dissertation extrêmement méritoire. Voilà, ben, bravo. En tout cas, on félicite tous. On appelle Michel ou pas? Bon. Maintenant, je vais appeler à mes côtés, parce que je me sens seul, les responsables de toutes ces élections, c'est-à-dire des votes à la fois pour la maison d'édition que nous allons récompenser, puis pour l'ouvrage que nous allons récompenser. Donc tous les membres du jury, je vous invite à venir à mes côtés, à nos côtés, un par un. Et voilà, je vous demande de les applaudir et je vais essayer de les nommer au passage, sauf s'il y a ça. Anne Dufourmentel, Roger Paulfroy, Paul Audy, Évident, Barbara Cassin, Marlène Zarader, Catherine Chalier, Jean-Pierre Dupuis et Peter Zendi qui s'en va au moment juste où je voulais le présenter. Voilà, maintenant j'appelle donc le lauréat de la... Non, j'appelle pas, on me dit que j'appelle pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ah oui, car. Cher Ah Robert. ben voilà, il y a elle. Je note d'ailleurs que vous avez fait un discours brillantissime sans note. C'est à noter, ce n'est pas notre cas, nous sommes des tâcherons à côté de vous. Non, il est temps d'appeler monsieur Jean-Sébastien Gérondeau, qui est le directeur général de Montblanc France, car Montblanc est le partenaire officiel des rencontres depuis leur création, de ces rencontres qui se pérennisent, comme vous l'avez dit. Et Montblanc va remettre, bravo, vous allez remettre au lauréat des stylos créés spécialement à cette occasion. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Juste, je vais être très bref. Bonsoir, Altesse, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, Montblanc est lié depuis toujours au monde de l'écriture et vraiment, nous sommes très fiers de pouvoir soutenir le projet des rencontres philosophiques de Monaco et Charlotte Casiraghi
Dans sa démarche de vouloir porter la philosophie auprès du public, ce partenariat s'inscrit dans une série de partenariats que Montblanc a en France et à travers le monde dans le soutien de la littérature, de la culture ou même de l'éducation à travers un partenariat que nous avons avec UNICEF. Ce soir, nous sommes donc particulièrement fiers de pouvoir remettre le prix qui est un stylo plume Meisterstück gravé par l'un de nos artisans de la manufacture avec le logo des rencontres philosophiques sur la plume. Ce prix qui sera remis permet d'encourager un philosophe, une maison d'édition capable d'ouvrir à la pensée et aujourd'hui de nouvelles interrogations et de nouveaux chemins. Je tiens vraiment à remercier mademoiselle Charlotte Casiraghi, présidente d'honneur des rencontres philosophiques de Monaco, le jury de ce prix et son président d'honneur, M. Maggiori, ainsi que les membres fondateurs, Joseph Cohen et Raphaël Zagouri-Orly, pour le travail effectué pendant toute l'année. Merci beaucoup. Alors, si Joseph Cohen et Raphaël Zagouri-Orly veulent bien venir, procéder. Absolument, absolument. Nous sommes impatients. Alors, nous avons voulu cette année décerner notre mention honorifique à une petite maison d'édition, mais très audacieuse et très courageuse. Les éditions de l'Éclat, dirigées par Michel Valenzi, qui ont été fondées en 1985. Nous souhaitions saluer donc l'audace et le courage des éditions de l'Éclat, cette maison qui n'a pas hésité de publier des auteurs français et étrangers importants qui néanmoins demeuraient peu connus dans le paysage intellectuel français. Nous voulions donc saluer cet effort prodigieux de la part de Michel Valenzi de publier des traductions de philosophes intellectuels allemands, italiens, espagnols, autrichiens, israéliens, américains. Nous sommes très heureux et très fiers de décerner à Michel Valenzi, que je ne vois pas, voilà, à Michel Valenzi, de vous décerner donc, cher Michel, de la part de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco et de son jury, cette mention honorifique 2017. Merci Michel. C'est très gentil. J'avais préparé un discours fleuve, mais on m'a dit 5 minutes. Donc je l'ai passé au rasoir de Kant, en hommage de mon ami Ruvénogien qui a été évoqué dans le petit film qu'on a vu, en espérant que le résultat reste dans les limites de la décence morale. Pour ne pas faire mentir la tradition selon laquelle, même quand on ne les interroge pas, les parents méditerranéens parlent d'abord de leurs enfants, en poussant de longs soupirs plaintifs et secrètement fiers, je voudrais évoquer une anecdote qui les concerne et qui concerne l'éducation que nous avons tenté de leur donner, piochant ici et là dans les livres les réponses souvent inadaptées aux questions qui surgissaient dans notre parcours difficile de jeunes parents inexpérimentés. La célèbre proposition de Spinoza selon laquelle la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même par exemple, était devenue entre nous une sorte de ritournelle lancinante qui disait plus notre difficulté à les récompenser à la mesure de leur prouesse qu'une volonté de leur inculquer une éthique dont on pouvait être sûr qu'ils l'auraient forgée eux-mêmes et sans nous, au contact de la vie même. Si bien que la proposition 42 de la 5e partie de l'éthique fit très tôt partie des plaisanteries qu'ils nous renvoyaient à la figure, plus pour nous signifier notre incompétence de parents apprentis philosophes que l'efficace d'une parole qui n'était pas forcément destinée à l'être. Vous allez voir où je veux en venir. Lorsque le plus jeune des deux eut à passer son bac, après une scolarité fougueuse à la mesure de son tempérament, il dut répondre à la question philosophique,
la perception peut-elle s'éduquer ? Et il eut la très riche idée de conclure sa dissertation par une adaptation de la proposition spinozienne, totalement hors sujet, mais qui dut sans doute tirer les larmes à l'examinateur, si bien qu'il fut reçu du premier coup. La récompense de la philosophie, c'est la philosophie elle-même, écrivit-il, en forme de pied de nez à ses chers parents, comme à son professeur qui avait eu l'impudence de noter sur son carnet scolaire en guise de reproche « élève trop vivant ». Et c'est cette proposition détournée qui m'est venue à l'esprit quand nous avons reçu la bonne nouvelle qui récompensait d'une mention honorifique notre travail éditorial commencé il y a maintenant 32 années. En même temps que cette autre anecdote que rapporte le philosophe et homme politique Mario Tronti, quand, au début des années 60, il se rendait avec d'autres militants opéraïstes aux grilles de l'usine Fiat de Rivalta pour distribuer des tracts théorisant la fusion entre intellectuels et ouvriers, et que ces mêmes ouvriers, en prenant les feuilles de papier, lui disaient « C'est quoi ? C'est du pognon ?» Récompense qui n'est pas du pognon. Donc, qu'il me faut partager, bien sûr, et tout d'abord avec Patricia Faradzi, sans qui ce fragile édifice n'aurait pu se construire, et auquel elle a contribué plus que quiconque par ses livres, ses traductions et ses conseils, et sa manière de ne jamais vouloir paraître, ce qui explique son absence ici ce soir. Et la partager aussi, bien entendu, avec la ribambelle des auteurs, traductrices, traducteurs, pré-, post-faciaires, post-faciés, et toutes celles et ceux qui, comme disent les Italiens, curano, prennent soin de ou guérissent ces fameux livres dont le poids s'accroît à mesure que nos épaules se font moins solides pour les porter. Bien peu sont présents ici ce soir. Il y en a quelques-uns, mais bien peu sont présents ici ce soir, où est rassemblée pourtant la fine fleur de la philosophie française. Probablement aussi parce que le catalogue s'est constitué surtout avec ces herbes folles, que nous sommes allés cueillir au gré de nos rencontres et de nos lectures, et qui sont venues à nous, portées par quelques vents sauvages. C'est sans doute notre vocation que de suivre les chemins écartés d'une discipline à laquelle nous avons été formés qu'à la volée. Et à défaut de formation philosophique, c'est plus un souci de et pour la philosophie qui nous a fait rassembler ces quelques livres autour d'une idée de catalogue, dont la première collection s'intitule « Philosophie imaginaire », à la manière de ces vies imaginaires de Marcel Schwab, à la vérité desquelles on ne parvient qu'en faisant le détour par la liberté de ce qui s'invente. Souci de cette liberté qui serait antérieure à la vérité, comme la rédemption a été créée avant le péché dans le judaïsme, et dont le prix à payer aura été, sur plus de 3 décennies, la très grande fragilité de l'édifice. Fragile comme l'ont été nos auteurs emblématiques, rencontrés au hasard des lectures, des librairies, des bibliothèques et des notes de bas de page, à commencer peut-être par le philosophe italien Carlo Michelstädter, dont il n'a pas été question ici, curieusement, pendant ces 2 journées, pourtant consacrées aux vertus et vertiges de la conversation, et dont l'œuvre, concentrée en un seul ouvrage duquel nous sommes inséparables, s'ouvre par ces mots « Io lo so che parlo perché parlo, ma che non persuaderò nessuno. » Moi, je sais que je parle parce que je parle, mais que je ne persuaderai personne. Et il ajoute « Et c'est une malhonnêteté, mais la rhétorique me contraint par la force à faire cela. » Reste alors à celui qui veut continuer de converser, à se débrouiller avec cette malhonnêteté et à livrer une guerre aux mots avec les mots, au risque de sa vie même, jusqu'à ce que sa lampe s'éteigne par trop d'huile ou que son âme soit assemblée à l'assemblée des vivants, selon la formule de Samuel que rappelle Patricia Faradzi dans le beau texte « Un crime parfait » qu'elle a consacré précisément à Michelstädter. Fragile aussi comme l'équilibre qui veut rassembler dans une même barque des philosophes, des écrivains, des utopistes, des mystiques, des poètes, des musiciens, femmes et hommes de la pensée, formant un entrecroisement de cercles qui serait aussi méditerranéen, au sens où c'est là, écrit Giorgio Corolli, autre figure tutélaire du catalogue, que la raison s'embrasa jusqu'à l'incandescence et prit le nom de philosophie. Cercles dont les centres, à Athènes et à Jérusalem, si distants l'un de l'autre, tout à coup se juxtaposent quand ce même Giorgio Colli déplace en amont le point d'origine de la Sophia pour l'ancrer non plus chez Thalès de Milet et quelque autre physiologue, mais au cœur même de l'enthousiasme, de la possession par le Dieu, de la possession par Dionysos.
Pourquoi commencer le discours sur la sagesse à partir de Dionysos, écrit Colli. En fait, il poursuit, avec Dionysos, la vie apparaît comme sagesse, tout en restant vive, frémissante, et c'est là le secret. En Grèce, un dieu naît d'un regard exaltant sur la vie, sur un fragment de vie que l'on veut arrêter. Et cela est déjà connaissance. Mais Dionysos naît d'un regard qui embrasse toute la vie. Comment peut-on embrasser d'un regard toute la vie? C'est là l'outrecuidance du connaître. Et le sage outrecuidant devient alors prophétesse, à l'instar d'un Jérémie ou d'un Ishaïa, porteur de la parole enthousiaste, véhiculée par l'énigme, et dont l'éclat s'atténuera quand il s'agira de la mettre par écrit, quand elle sortira de l'enclos sacré de la Sophia pour devenir Philosophia. Désormais, nous avons le livre, écrit Giorgio Colli, et nous ne pouvons nous servir que de ce succès d'année. Puis il précise, et nous devons justement nous en servir de façon à ce qu'il ne soit pas autre chose qu'un succès d'année. Éditeur de succès d'année, donc, dont la tâche consiste à rappeler par le livre le caractère irremplaçable de la parole vivante. Je vous remercie. Le moment est venu, le moment de décerner le prix des rencontres 2017. 5 livres sont donc finalistes. Je vais les rappeler dans l'ordre alphabétique des auteurs. Le premier, La vie des plantes, d'Emmanuel Coccia, chez Payot Rivage. Il est maître de conférence à l'EHESS. Pour une philosophie de la nature, contre ce qu'il appelle le chauvinisme animalier. C'est une réflexion sur la façon dont végétaux et plantes font monde. Deuxième livre, deuxième essai philosophique finaliste, Contact de Matthew Crawford aux éditions La Découverte. Réhabilitation de la main, du geste, du travail manuel et critique de la perte d'attention générale au monde par un philosophe très particulier, un philosophe qui est aussi un réparateur de motos. Précédent ouvrage de Matthew Crawford, nous vous le recommandons, Éloge du carburateur. Troisième livre finaliste, Vivre avec les robots, aux éditions du Seuil. Robotisation, intelligence artificielle, défiance, méfiance peut-être même de l'homme prométhéen envers le robot susceptible de le dominer et qu'il a créé. C'est un livre de Paul Dumouchel qui enseigne au Japon et de Luisa Damiano qui est professeure de logique à Messine. Ils ont réfléchi à l'empathie artificielle. Quatrième finaliste, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, protéger les bêtes, c'est insuffisant. Will Kilmlicker et Sue Donaldson proposent d'appliquer aux animaux, ces êtres vulnérables, exploités et sensibles, les catégories forgées pour les humains quant à la souveraineté et à la citoyenneté. Et enfin, le dernier ouvrage, donc finaliste des rencontres, l'ouvrage de Jean-Claude Milner, Relire la Révolution aux éditions Verdier, un ouvrage de philosophie politique, ça a été dit, autour du concept de révolution. Tout le monde utilise ce concept, même Emmanuel Macron, c'est dire. C'est un ouvrage également sur les droits de l'homme, horizon de la citoyenneté. Voilà, Charlotte, Robert, le lauréat. Le suspense. Suspense, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui dis. On joint tout le jury, évidemment, qui est co-responsable, donc il n'y a aucune raison qu'il se cache derrière. Voilà. Alors, donc, le prix des rencontres philosophiques de Monaco est décerné à Emanuele Coccia pour La vie des plantes. Merci beaucoup, je suis très touché, très ému. Moi, je n'ai même pas reçu des prix à l'époque des lycées, donc c'est quelque chose d'un peu surréel. Et si on ajoute le fait qu'on est dans une principauté avec des princesses, ça donne l'air vraiment d'une fable.
en étant d'origine un peu italienne, je n'avais pas voulu préparer quoi que ce soit à cause de ce qu'on appelle la scaramanzia, c'est-à-dire la volonté de ne pas anticiper un événement pour les détruire ou pour la mauvaise fortune. Peut-être j'essaie juste de donner en 2 phrases ce qui a été l'intuition fondamentale du livre. Les livres partent d'un constat qui était aussi les constats au fond des grands mythes et des religions, c'est-à-dire que le monde est un jardin, c'est un paradis au sens littéral du terme, mais avec une petite correction, c'est-à-dire que dans ces jardins, les vrais jardiniers ne sont pas les hommes, mais les plantes elles-mêmes. Car de fait, ce sont les plantes qui produisent et ont produit les mondes que nous habitons, au moins dans 2 sens. Ils ont, en occupant la surface de la croûte de notre planète, produit un changement qui a transformé de manière réversible notre atmosphère en introduisant de quantités massives d'oxygène et en tuant, c'était un événement polluant qui a tué vaste nombre d'espèces anaérobies, mais qui a rendu possible la vie pour les animaux supérieurs, en créant l'atmosphère que nous tous habitons et qui est de fait le premier environnement que nous habitons. Ils ont aussi créé le monde dans le sens que chaque plante transforme la source primaire d'énergie dont notre planète dispose, c'est-à-dire les soleils, en matière vivante, et surtout dans la matière vivante qui est la base énergétique de la vie de tout animal sur Terre. Donc notre monde est un jardin. Est un jardin qui est composé surtout par des jardiniers, par une armée de jardiniers, par un peuple de jardiniers. Et troisième peut-être intuition, que le jardinage, cette opération constante de jardinage cosmique qui est la vie des plantes, se perd beaucoup plus sur l'air, sur le ciel, qu'est sur Terre, car de fait, la possibilité de rendre habitable ce monde ne s'est fait pas vraiment en changeant les qualités du sol, de la matière solide, mais en changeant cette portion du ciel qui nous entoure et qui est l'atmosphère. Et en portant sur Terre cette portion du ciel qui est un nœud de nos têtes, qui est les soleils. Et donc l'intuition au fond finale, c'est que la vie du plante nous rappelle aussi une autre chose qu'on a la tendance à oublier, c'est-à-dire que la Terre n'est pas un espace opposé au ciel, c'est juste une portion de cet immense espace qui est le ciel en fait. Et tout dans la Terre est ciel. Chacun de nous n'est rien d'autre qu'une petite portion de matière céleste. Je m'arrête là. Je voudrais peut-être remercier énormément les jurys, chacun de vous, et aussi vous dire à quel point j'étais heureux de participer à ces 2 jours. Je trouve qu'on a parlé beaucoup des transformations liées à notre époque, aux communications, au savoir, et l'une des grandes transformations, c'est que en fait, la manière d'exister des connaissances et des savoirs a changé. Et souvent, les universités, qui étaient un peu jusqu'à aujourd'hui les dépôts principaux des connaissances, ne s'en rendent pas compte et ne sont pas capables d'inventer des nouvelles formes non seulement des transmissions, mais aussi de production de savoir. Je pense que ce festival, entre autres, en amenant la philosophie en dehors de l'école, à ciel ouvert, en plein air, est aussi un laboratoire moderne, hyper moderne, contemporain, de production non seulement de nouvelles formes de savoir, de contenu de savoir, mais de nouvelles formes d'invention, de partage, de conversation, de savoir. Merci beaucoup.
je voulais ajouter un tout petit mot, corriger un peu Emmanuel et coach, parce que nous ne voulons pas faire un festival, nous voulons faire des rencontres. C'est-à-dire là où se rencontrent à la fois les choses, les disciplines, les approches, les hommes. Et je crois que jusqu'ici, nous avons à peu près réussi, même s'il est toujours stupide de s'auto-complimenter, mais beaucoup d'entre vous auront constaté quand même que nous tentons de redonner à la philosophie son vrai petit premier sens, c'est-à-dire celui où il y a de l'amitié, et que la transmission des savoirs, des compétences peut se faire de façon ludique, sans tristesse, joyeuse, et montrer aussi tous les jeunes, tous les lycéens qui nous ont suivis et que je remercie encore, que, encore une fois, comme nous l'avons dit dans notre petit programme, la philosophie, c'est pas triste. Et je pense que vous l'avez constaté ces jours-ci. J'ajoute simplement sur le prix que mes camarades et moi-même, nous avons été extrêmement ennuyés pour trancher. Cette fois-ci, les livres étaient vraiment tous d'égale qualité et on a eu énormément de discussions très fructueuses au demeurant parce que le travail du jury, c'est aussi un travail philosophique. Mais comme de temps en temps, il faut décider, il faut couper, et je pense qu'il faut choisir, mais nous sommes bien conscients que tout choix est un avortement des possibles. C'est-à-dire que ça élimine évidemment les 4 autres possibles qui eussent été des livres merveilleux si vous les aviez lus également, mais j'espère que vous allez acheter les 5, parce que ce sont vraiment 5 approches très originales de problèmes d'aujourd'hui de la philosophie. Charlotte va vous dire encore un mot, puis on vous remercie tous encore. En fait, tu as tout dit, Robert. Non, je voulais vous remercier encore tous d'être là ce soir, et je vais aussi remercier vraiment au nom de l'équipe Valentine Maillot et Laura Hugo qui ont travaillé énormément pour rendre l'organisation possible, et aussi Gary Gillet qui participe de près à qui sont là-bas. Voilà. Donc c'était pour les remercier vraiment. Voilà. Merci. C'est la fin, mais c'est le rendez-vous pour les 3e rencontres 2018. Et c'est le moment, ce n'est pas un festival, ce sont des rencontres philosophiques, mais c'est quand même un moment où il va y avoir une photo, quelque chose d'un peu glamour. Robert, hélas, non. Est-ce que Michel Valenzy et Jean-Claude Milner peuvent rejoindre le jury, Emmanuel Coccia et la jeune Louise Hurel, pour une photo de famille? Voilà, c'est la fin de ces rencontres. À l'année prochaine.